Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission Point de Rupture, une émission coproduite avec le mensuel Rupture. Et nous avons d'ailleurs ici Pierre Lévy, rédacteur en chef de Rupture. Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, chers internautes, nous allons parler de deux choses, la réforme des retraites et de son lien avec l'évolution des marchés financiers. C'est ça, Pierre? Tu confirmes? Je confirme. Alors, pour en parler, nous avons aujourd'hui un invité que nous avons déjà reçu lors d'une précédente émission, pas dans Point de Rupture, mais sur cette chaîne YouTube, le Média pour tous. Il s'agit de David Kayla. David, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité, surtout. Alors David, je vais vous représenter une nouvelle fois pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés. Vous êtes maître de conférence à Angers. Et nous vous avions reçu précédemment pour un bouquin que vous aviez écrit l'année dernière, Populisme et néolibéralisme. Et aujourd'hui, vous arrivez ici en ayant écrit un nouveau bouquin, à savoir Déclin et chute du néolibéralisme. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Pierre Lévy, je me tourne vers toi, on se tutoie dans cette émission. Absolument. Donc, la problématique pour démarrer cette émission, c'est de savoir pourquoi Macron s'acharne-t-il à vouloir faire passer cette réforme des retraites. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de réflexion pour commencer cette émission? Alors, des pistes, il y en a quelques-unes. Certaines sont connues, d'autres moins. Alors, il y a des raisons politiques sur lesquelles on va pas revenir probablement aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais il est probable que le président de la République considère que si il devait abandonner son projet, il aurait un vrai problème de crédibilité pour la fin de son mandat, y compris vis-à-vis de son électorat qui se demanderait bien pourquoi est-ce qu'il finit par céder. Donc là, c'est des raisons politiques qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Il y a deux raisons sur lesquelles on va, je pense, débattre aujourd'hui et qui sont extrêmement liées. C'est presque la même raison. C'est le rapport de la réforme des retraites avec l'évolution des marchés financiers et le rapport de la réforme des retraites avec l'Union européenne, c'est-à-dire, dit autrement, les pressions multiples qu'exercent les dirigeants européens et l'Union européenne sur les pays membres, pas seulement sur la France, pour réformer les systèmes des retraites. Et donc c'est ça, sans doute, sur lequel on va aujourd'hui échanger des idées, s'affronter peut-être, je ne sais pas. Et je pense que dans un deuxième temps, une partie de l'émission sera consacrée à l'évolution du néolibéralisme même, au-delà même de ces questions de l'Union européenne et des marchés financiers. Et j'en profite, Pierre, pour dire à ceux qui nous écoutent que donc cette deuxième partie dont tu viens de parler sera réservée aux abonnés du Média pour tous et du mensuel Rupture. Alors David, la question finalement qui est posée par Pierre Lévy, c'est est-ce que la France subit une pression politique de la part de l'Union européenne concernant cette réforme des retraites? Alors oui, bien sûr. Alors la pression, elle est coproduite. Elle est coproduite par le gouvernement et par Macron et par l'Union européenne, puisque dans le cadre du plan de relance européen qui a été décidé après le Covid, il y a eu un engagement de la France à effectivement bénéficier de cet argent, de cet emprunt commun, pour une hauteur de à peu près 40 milliards d'euros. Mais en échange de cet emprunt, eh bien, elle doit réformer ces principes des réformes. Alors, réformer, elle a proposé deux réformes. La réforme de l'assurance chômage, qui a eu lieu, même en 2 temps, parce qu'il y a eu 2 fois des économies qui ont été faites, une fois sur les contrats courts, et la deuxième fois, c'est cette dernière réforme qui est passée en novembre dernier, qui vise à limiter la durée d'indemnisation lorsque le taux de chômage diminue et est faible. Et puis, elle s'est aussi engagée, la France, à faire des économies sur son système de retraite. Mais il faut savoir que ces économies sur le système des retraites, c'est aussi une proposition de la France, c'est-à-dire que l'Union européenne demande des engagements et chacun est libre un peu de faire un peu les engagements qu'il veut. Et Macron avait déjà cette idée-là depuis très longtemps, puisque même la réforme de 2019, c'était une réforme qui visait à faire des économies. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs capoté. Bon, il y a eu le Covid qui a fait qu'elle a capoté, parce que. Mais souvenez-vous, Macron était déjà passé par le 49.3. Le premier Conseil de défense sur le Covid, eh bien, il a débouché sur la décision de passer au 49.3. C'était un samedi pour imposer cette réforme structurelle du système de retraite. Et là où il y avait un peu une ambiguïté, c'est que Macron avait dit dans sa campagne de 2017 « Je ne vais pas faire de réforme de retraite parce que il n'y a pas besoin de financement ». Et qu'en 2019, il dit « voilà, je fais une réforme des retraites, donc non pas paramétrique, mais structurelle avec cette retraite à un point, cet âge pivot, ces choses-là ». Et en réalité, là où il y a eu
un problème, c'est que en fait, on s'est très vite aperçu que cette réforme, soi-disant non paramétrique, structurelle, où personne allait perdre à la fin, eh bien, en fait, il y avait des perdants, et en fait, il y avait des économies à la clé. Et en fait, c'est parce qu'il n'a pas réussi à, en quelque sorte, à faire cette première réforme, parce qu'il l'a présentée comme une réforme qui ne servait pas à financer, à faire des économies, et qu'en fait, elle servait à faire des économies, que maintenant, il fait une réforme dont il assume qu'elle fait des économies, parce qu'il dit c'est nécessaire pour des raisons financières, on y reviendra, parce qu'il s'agit d'un déficit. Officiellement, c'est d'économiser à peu près 18 milliards d'euros au départ. C'était ça qui était prévu. Donc ça veut dire économiser entre guillemets, ça veut dire que les retraités ou les ménages français vont avoir moins d'argent. C'est ça que ça veut dire. Ils vont avoir la retraite moins longtemps et c'est comme ça qu'on fait des économies. Voilà, donc cette réforme-là, effectivement, fait partie du cadeau, entre guillemets, qu'a fait Emmanuel Macron à la Commission européenne dans le cadre de ses engagements pour réduire les déficits, voilà, donc c'est effectivement une forme de coproduction pour moi entre Macron et l'Union européenne. Je partage totalement cette idée de la coproduction, en effet. D'ailleurs, c'est pas une spécificité de la réforme des retraites. De manière générale, les réformes que fait le gouvernement français, que font les différents gouvernements des États-nations des 27, ne sont pas, de manière un peu simpliste, des ordres qui sont donnés par Bruxelles et qu'appliquent mécaniquement les directions nationales. Je rappelle que un des organes de l'Union européenne, le Conseil européen, est composé des dirigeants nationaux des différents pays. Cela dit, il y a bien un certain nombre de mécanismes de pression directs et indirects pour que les pays, effectivement, s'alignent sur des objectifs sur lesquels on va revenir d'ailleurs, mais sur lesquels je voudrais donner quelques pistes. Et peut-être commencer par une référence toute récente, puisque Thierry Breton, l'actuel commissaire européen au marché intérieur et à plein d'autres choses que l'émission ne suffirait pas à énumérer, mais en tout cas au marché intérieur, et l'un des hommes forts de Bruxelles. Je rappelle que Thierry Breton n'est pas un inconnu pour les Français. Il a dirigé différentes entreprises publiques et parapubliques, Thomson, Bull, France Télécom. Il a été ministre. Et il a été locataire de Bercy, absolument. Et donc Thierry Breton, qui est maintenant un des commissaires importants à Bruxelles, était l'invité le 3 avril dernier de France Info, aussi bien la radio que la télé. Et il a été à 8h30. J'invite les internautes, s'ils le peuvent, à regarder à nouveau cette séquence. Elle est tout à fait enrichissante, intéressante. Et évidemment, la journaliste lui demandait « Mais Monsieur Breton, est-ce que la Commission européenne ne ferait pas un peu pression sur le gouvernement français pour cette réforme des retraites ?» Et Breton, avec une mauvaise foi pyramidale, répond « Mais absolument pas. Loin de nous cette idée. C'est dans les mains des États. C'est absolument, chacun fait ce qu'il veut. » Toutes les phrases sont importantes. Alors, mais quand même, le journaliste le relance en disant « Mais enfin, il y a quand même Ah oui, évidemment, concède-t-il, la Commission n'est pas indifférente à la manière dont les différents États gèrent les finances publiques, et la dette en particulier. Il dit, même si nous n'obligeons à rien, bien entendu, il n'en reste pas moins que cette question est importante. Et donc, de fil en aiguille, on découvre ce qu'on savait déjà, mais que peu de gens disent finalement, que ce soit les commentateurs, voire même les organisations syndicales, les questions bruxelloises sont très à l'arrière-plan, voire disparaissent, et c'est l'une des raisons qui rend peut-être un peu difficile les débouchés de ce mouvement, enfin on verra. Mais donc il y a bien ce que vous avez évoqué, les chantages aux fonds européens, donc notamment le plan qu'ils appellent Next Generation Union Européenne, et qui vise à distribuer des dizaines de milliards empruntés sur les marchés financiers, en échange de quoi un certain nombre de réformes doivent s'accélérer. Il y a même des contrats entre Bruxelles et les différents pays, ils doivent s'engager à telle et telle réforme, vous en avez cité un certain nombre dans la dernière période, y compris la loi travail qui était précédente, mais tout ça fait partie du package, si je puis dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également un mécanisme qui existe depuis que l'Union européenne existe, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle, enfin en langage un peu technique, la pression des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des autres. Donc dans le cadre d'un Conseil européen, évidemment, si tel ou tel pays rechigne un peu à effectuer telle ou telle réforme, évidemment, il n'y a pas d'ordre qui est donné, il n'y a pas de directive européenne, mais enfin, c'est un peu l'idée, vous n'allez pas être tout seul à emmerder tout le monde, quoi. Donc il y a cette question, cette dimension qu'il y a une pression collective pour remettre tout le monde dans le droit chemin, au cas où certains auraient des velléités de faire un pas de côté. Il y a à cet effet, je ne veux pas être trop long, mais je prends 2 minutes quand même pour le rappeler, il y a le précédent Berlusconi. Silvio Berlusconi était en 2011 président du Conseil italien, c'est-à-dire Premier ministre,
Et il y a eu un sommet européen, un Conseil européen, qui lui a vivement reproché, vertement reproché, on était dans une crise financière assez aiguë, d'être pas assez ferme pour imposer des réformes des retraites précisément. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup de force rampant, où notamment Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont manœuvré avec la Commission pour mettre le Premier ministre italien sur la touche, qui a été remplacé très vite par Mario Monti, un eurocrate connu, qui a été lui-même commissaire européen antérieurement. Et donc les Italiens ont constaté que, quel que soit ce qu'on pense de Berlusconi, sa faiblesse et les reproches qui lui étaient adressés implicitement par Bruxelles ont quand même abouti à sa mise de côté. Ça a donné ensuite, mais on n'est pas là pour en parler, le mouvement 5 étoiles et un certain nombre de, entre guillemets, populismes qui reflétait le fait que les Italiens ne comprenaient pas bien, et comprennent toujours pas bien, que ça soit de l'extérieur qu'on choisisse leur Premier ministre. Enfin, et c'est là-dessus que je voudrais juste conclure pour ce bref tour d'horizon, il y a eu le sommet de Barcelone. Un sommet de Barcelone qui a eu lieu en avril 2002, c'est-à-dire, si je compte bien, il y a 21 ans, ça ne nous rajeunit pas, et un Conseil européen où les 15 signaient des conclusions, les 15 parce qu'il y avait 15 pays à l'époque qui étaient membres. Et je voudrais juste lire une phrase de ces conclusions. Il faudrait chercher, disait-il, d'ici 2010, donc 8 ans après, à augmenter progressivement d'environ 5 ans l'âge moyen effectif auquel cesse, dans l'Union européenne, l'activité professionnelle. Et même François Bayrou, qui n'est pas connu comme un anti-européiste notoire, avait réagi à l'époque, de manière courroucée, ou supposait-elle, Jacques Chirac et Lionel Jospin, tous les deux, ils étaient respectivement président et Premier ministre, cohabitation, Jacques Chirac et Lionel Jospin, tous les deux, ont signé une décision capitale sur l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites d'ici à 2010 en Europe. Qui en a débattu, disait Bayrou, demandait Bayrou, qui en a dit un mot, quel citoyen, quel député, quel parlementaire a été invité à la préparation de cette décision capitale? Personne. Et donc il y avait, dès ce moment-là, une pression qui était mise, qui montre qu'il y a une certaine continuité, puisque les gouvernements se succèdent sur le plan national, mais l'orientation, la perspective, elle, continue, ce qui explique que des gouvernements d'apparence différente, de couleurs différentes, continuent à mettre en œuvre, ou à être tentés de mettre en œuvre, des décisions qui ont une certaine constance et qui est en lien avec cette cohérence que dicte l'Union européenne. Notons que la France a respecté ses engagements. L'âge moyen du départ en retraite aujourd'hui en France, c'est aux alentours de 64 ans. À l'époque, en 2002, c'était moins de 60 ans avec les mécanismes de pré-retraite, etc. Donc on a bien augmenté de 5 ans la durée de cotisation depuis 2002. Alors évidemment, ça s'est renforcé par des mesures d'âge, en particulier les 62 ans, puis les 43 ans de cotisation, c'est la réforme de Hollande. Alors la question est, est-ce que ces réformes sont conçues dans les cercles européens et imposées à la France, ou est-ce qu'elles sont co-construites, ou, et alors c'est plutôt mon hypothèse moi, ce genre d'engagement qu'on prend des sommets européens, en réalité, ils ne sont pas contraignants juridiquement. C'est-à-dire que dans les traités, il n'y a pas d'obligation de respecter ce qu'on fait dans des déclarations communes. Ce qui est vrai néanmoins, c'est qu'il y a une logique qui est portée par la construction européenne, qui conduit naturellement, et de manière, j'ai envie de dire, un peu indirecte, à ce genre de mesures. L'Union européenne, d'abord, elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle s'est transformée très profondément avec l'acte unique européen. Et l'acte unique, c'est la création du marché unique. Le marché unique se distingue du marché commun qui lui précédait par la libre circulation du capital et du travail. Et le principe de la régulation de ce grand marché par la concurrence. Auparavant, on avait déjà des monopoles. Un peu dans le traité de Rome, la libre circulation. Alors, 58. Oui, il y avait ces objectifs, mais il n'était pas mis en œuvre. C'est intéressant de voir qu'il y avait des intentions dans le traité de Rome, mais ces intentions n'étaient pas mises en œuvre, puisqu'on a pu nationaliser, on a pu organiser des services publics avec des monopoles publics, on a pu mener des politiques industrielles, en réalité, très fortes dans les années 60 et 70, le TGV, mais le verre était dans le fruit, etc. Alors, le verre était dans le fruit, je ne sais pas, parce que... il était inscrit dans les traités. Il était inscrit dans les traités, mais il n'était pas mis en œuvre. Et dans les traités, il y avait une interprétation des traités qui, en fait,
Parce qu'en fait, on n'a jamais été non plus contre la concurrence, hein, quelque part. Même du temps des grands plans quinquennaux qui existaient, il ne s'agissait pas de supprimer le marché et de supprimer la concurrence. L'interprétation qu'on peut avoir de ce texte de 57 pouvait être soit qu'il fallait détruire tous les monopoles et mettre la concurrence partout, soit il fallait la réserver et la protéger là où elle existait, mais ça n'empêchait pas de faire d'autres choses, de mener d'autres politiques publiques. Donc la question qui s'est passée en 86, c'est que là on a fait un choix d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a dit, seul le marché en concurrence est efficace, donc libéralisons tout un ensemble de services publics. Donc évidemment l'énergie, l'électricité qu'on a libéralisé en 2000, mais avant ça il y avait les télécoms, il y avait, vous vous souvenez, les renseignements téléphoniques, hein, on avait le 12, c'était facile, ensuite il fallait mettre ça en concurrence. Hein, c'est dire à quel point on est allé dans l'absurde. Très récemment maintenant c'est le ferroviaire, le transport aérien, et puis tout un ensemble d'autres directives qui ont en fait démantelé tout un ensemble de services publics. Je vais revenir sur le point dont je voulais dire et reparler des retraites. Dans cette Europe organisée selon la concurrence, dans laquelle donc le capital est libre de circuler, eh bien certains pays parviennent plus facilement que d'autres à attirer le capital. Les pays qui sont déjà plus riches, plus industrialisés, qui disposent de plus d'infrastructures. Et les pays plus pauvres, eh bien qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire ? Eh bien, ils sont obligés d'attirer le capital avec d'autres moyens. Et les moyens qu'ils utilisent, c'est la baisse de la fiscalité. Alors c'est le cas par exemple de l'Irlande, hein, qui était un des pays les plus pauvres d'Europe au moment de son adhésion dans les années 70. L'Irlande reste pauvre, ne se développe pas pendant 10 ans. Et à la fin des années 80, elle décide de devenir un paradis fiscal. Et alors là, l'économie irlandaise fait un boom énorme, à tel point que c'est devenu l'un des pays les plus riches d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien simplement, en proposant une fiscalité réduite, eh bien, elle a attiré des entreprises, de l'activité, sur le dos des autres Européens, qui, en fait, constatant la réussite de cette stratégie, hein, non coopérative, on pourrait dire, hein, eh bien, sont obligés de faire pareil. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on multiplie les cadeaux fiscaux aux entreprises. J'ai fait le calcul il y a quelques jours. Quand on ajoute le pacte de responsabilité, soi-disant, de François Hollande, hein, c'est 41 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises. La baisse de l'impôt sur les sociétés, qui est passé de 33%, il était à 50%. Hein, au début des années 80, il a été passé de 50 à 33%, et puis maintenant, sous Macron, il est à 25%. Ça, c'est 20 milliards de pertes de recettes fiscales. On peut rajouter la diminution des impôts de production. On a encore 8 milliards sur le budget de cette année et l'année prochaine qui vont être en perte fiscale. On peut parler de la réforme de l'ISF. Quand on fait l'addition de tous ces cadeaux fiscaux, on arrive à plus de 80 milliards d'euros par an, rendus en grande partie aux entreprises. Pourquoi Macron fait ça ? Il fait ça parce que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les autres pays ne cessent de subventionner, d'alléger la fiscalité. Et donc la France, si elle ne veut pas perdre tous ses emplois industriels et toute son activité, est obligée de faire la même chose. Et alors évidemment, ça pose un problème de recettes fiscales. Et qu'est-ce que c'est que la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage ? C'est en fait baisser les prestations sociales aux Français pour permettre de compenser la baisse de la fiscalité. Et donc, j'ai envie de dire, pour conclure, il n'y a pas vraiment besoin que des gens disent à la France ce qu'il faut qu'elle fasse, puisque le système économique tel qu'il fonctionne ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour un gouvernement autre que baisser la fiscalité des entreprises, étant donné que, on ne maîtrise plus la politique monétaire, on ne maîtrise plus la politique commerciale puisque c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, et puis on n'a plus de capacité de mener des politiques industrielles en raison du principe de concurrence. Alors je ne suis pas en désaccord, parce que fondamentalement je vous rejoins. J'apporterai quand même une nuance ou un bémol sur le point de savoir est-ce que c'est le système qui de manière complètement dépersonnalisée avance comme ça, ou est-ce qu'il y a quand même derrière une volonté politique. Et je pense que c'est le cas, il y a bien une volonté politique. Je relisais le fameux article, enfin l'article qui, dans Le Monde, faisait le compte-rendu du Conseil européen de Barcelone dont je parlais à l'instant. Un article qui est paru donc le 3 avril 2002. Et donc le journaliste constatait, alors qu'on aurait pu penser que ce sont les ministres des Affaires sociales, des 15 à l'époque, qui auraient pu débattre des questions des retraites,
Et il disait, non, en réalité, ce sont les ministres des Finances qui forcent le dossier des retraites au nom du respect du pacte de stabilité et de croissance qui encadre les finances publiques de chaque pays, etc. Et qui se transforme, le pacte, en une arme à tout réformer. Et il poursuivait, un État membre qui n'a pas mis en ordre ses finances, le financement de ses retraites va se retrouver dépourvu lors du choc démographique prévu à l'époque pour 2005-2008. Cela a des conséquences directes sur les finances publiques, soit parce que les déficits publics intègrent largement ceux des caisses de retraite de la Sécu, soit parce que l'État gère en direct les retraites des fonctionnaires. Donc il y a bien, certes, un système qui, du point de vue du fait des traités, pousse dans ce sens-là, mais il y a bien une volonté politique des dirigeants de manière consciente et de manière politique, encore une fois, d'orienter dans cette direction-là, et quand même des armes dissuasives pour ceux qui n'iraient pas dans le bon chemin. Mais les armes dissuasives qui ont été mises en place, c'est essentiellement les marchés financiers, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais l'Union européenne est construite sur le principe de ce grand marché unique qui intègre aussi un marché financier. Et on a demandé aux banques centrales, dans le cadre de la construction de l'euro, on a fait en sorte que les banques centrales ne puissent plus financer les États. Et donc, pour se financer, les États ont besoin de faire appel au marché financier et donc à l'épargne. Et de ce fait, ils ont besoin de montrer patte blanche, si je puis dire, c'est-à-dire de montrer qu'ils gèrent bien leurs dépenses publiques et leurs déficits publics, parce qu'un État qui deviendrait, dont la dette augmenterait trop rapidement, eh bien, risquerait de faire défaut. En fait, ce qu'un investisseur déteste, évidemment, c'est que lorsqu'il a prêté de l'argent à quelqu'un et que cette personne ne lui rembourse pas. Or, les États, ils peuvent faire ça. Je veux dire, on ne met pas un État en prison lorsqu'il ne rembourse pas sa dette. L'État n'est pas un ménage. Et donc, parfois, il lui arrive de faire défaut. Et lorsqu'il fait défaut, eh bien, du coup, on a une perte. Donc, les investisseurs financiers refusent de prêter aux États. Ou prêtent avec des taux d'intérêt dissuasifs. Ou demandent des taux d'intérêt dissuasifs lorsqu'il y a un risque financier. Et en fait, la construction du marché financier européen a été construite sur ce modèle. C'est-à-dire sur l'idée que les marchés financiers doivent contrôler la bonne gestion des gouvernements, puisque l'Union européenne ayant récupéré tout un ensemble de politiques économiques, les plus importantes quasiment, commerciales, monétaires, industrielles, je citais celle-là, elle n'a pas pu récupérer le quatrième levier de la politique économique, qui est la politique budgétaire. Parce que ça serait contradictoire avec la libre organisation, en quelque sorte. Ça serait vraiment attentatoire de la capacité des gouvernements de gérer la fiscalité de leurs citoyens. Mais elle a mis donc pour cela des garde-fous. Le premier garde-fou, c'est les fameux 3%. Le pacte de stabilité. Voilà. Le pacte, alors qui est venu un peu après, mais qui renforce cela. Et puis on a eu ensuite le traité budgétaire européen de 2012. Et puis on a le semestre européen, l'idée qu'il faut... Alors le semestre européen, je le dis pour ceux qui nous regardent, c'est l'idée que les gouvernements doivent faire avaliser les projets de budget avant même le vote du Parlement, c'est-à-dire, en fait, le semestre, ça veut dire qu'on a un premier semestre où on négocie avec Bruxelles, le budget, et un second semestre où les parlements nationaux votent le budget. Alors bien sûr, ils changent aussi les choses. C'est le principe, on distribue, on rend les copies et on fait corriger par la Commission. Alors non, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait d'abord corriger par la Commission, c'est le premier semestre à la Commission, et le deuxième semestre... Qui donne des orientations. Voilà. Et ensuite, par contre, il peut y avoir, c'est arrivé pour l'Italie d'ailleurs, un désaccord, c'est-à-dire que le budget voté par le Parlement ne correspond pas à ce qui était négocié au préalable, et il peut y avoir des sanctions, en théorie bien sûr, de l'Union européenne. Ça, c'est le semestre européen. Ah oui, c'est pire que ce que je pensais. Alors, les sanctions... Alors, le problème, c'est que ça, c'est sur le papier. C'est une question de dissuasion et de menace. Oui, voilà, parce que les sanctions, c'est quand même compliqué à appliquer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les 3%, on les a jamais vraiment respectés. C'est encore plus compliqué lorsqu'on est la France et qu'on est contributeur net au budget de l'Union européenne, puisque si on nous met des sanctions, eh bien on dit, dans ce cas-là, très bien, on verse plus rien, et à la fin, on gagne de l'argent. C'est-à-dire que du point de vue français, ne plus verser d'argent à l'Union européenne, ne plus en récupérer, c'est un gain net. Inutile de dire qu'on est dans l'hypothèse d'école pour l'instant, puisqu'aucun gouvernement français, quel qu'il soit, n'a envisagé de désobéir de cette manière à l'Union européenne. Non, mais la Hongrie aujourd'hui, ce qui est important... La Hongrie est dans ce cas-là, la Hongrie n'a pas reçu les fonds du plan de relance. Oui, alors parce que justement... On n'est pas vraiment dans la politique budgétaire, puisque là, en l'occurrence, la gouvernance européenne s'applique d'abord et avant tout aux pays de la zone euro.
ce que n'est pas la Hongrie. Mais vous avez raison. Ils ont aussi à respecter des règles budgétaires. Absolument, absolument. Mais en tout cas, ça relativise un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure en disant le dernier levier, le quatrième levier, celui de la politique budgétaire, est laissé dans les mains des États. Il est laissé en théorie, mais dans la pratique, on leur a enlevé, ou du moins, on revient sur cette idée de coproduction que vous évoquiez. Il ne faut pas avoir l'idée non plus que les gouvernements seraient de très bonne volonté, mais qui seraient complètement parasités par l'Union européenne. Il y a une coproduction, et quand un pays s'écarte un peu du chemin, les autres se chargent de le remettre dans le droit chemin, et ça peut arriver à d'autres pays successivement. Et c'est pour ça que dans son concept même, la notion d'intégration européenne est perverse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet cliquet. C'est-à-dire si par hasard un peuple décidait d'élire une majorité, il y a un gouvernement qui ne s'inscrirait pas dans ces orientations, qui irait contre. Les autres membres du Conseil européen lui diraient mais vous êtes gentil, il y a eu un vote, bon d'accord, mais vous vous êtes engagé. Mais on a le cas de la Grèce, hein. Syriza, c'est exactement ça. Absolument. Mais ça a fini comme on le sait, c'est-à-dire par le fait que Tsipras a cédé. Oui, mais il aurait pu ne pas céder. Il sortait de l'Union européenne, ce qui aurait été une bonne idée, mais c'est pas ce qui s'est passé. Il ne serait pas sorti de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs l'un des paradoxes de l'Union européenne, qui pour moi quand même est aussi un colosse au pied d'argile, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. On peut ne pas respecter les règles, et personne ne peut nous exclure de l'Union européenne. Tout ce qu'on peut faire, c'est nous condamner aux amendes, c'est ce que je disais, ou ne pas nous verser l'argent qu'on est censé recevoir. Mais quand on est contributeur net, les capacités de l'Union européenne à imposer des règles aux États, en fait, sont très limitées. Alors, en réalité... Et c'est une arme politique aussi. C'est-à-dire qu'on peut aller venir devant son peuple en disant, écoutez, je voulais faire des mesures progressistes, des mesures progressistes au sens traditionnel, pas au sens macronien du terme. Je voulais faire plus de social, etc. Je me suis battu à Bruxelles, j'ai été battu à la majorité qualifiée, et donc maintenant je suis obligé d'appliquer. Même si le gouvernement ne croit pas un mot. Mais c'est un argument qu'on entend implicitement. Ça, mes étudiants qui disent qu'ils ont perdu leur devoir, ok, absolument. Mais quand on a la volonté, on peut. C'est ça que je pense qu'il faut aussi dire aux gens. Si un gouvernement... pas trop sévère avec vos étudiants. En réalité, c'est une blague parce que mes étudiants ne font jamais ça. Ils sont extrêmement brillants. Tandis que les gouvernements, utilisent idéologiquement l'idée, on aurait bien voulu, mais on n'a pas pu. Les gouvernements utilisent alors cette idée, même qu'eux-mêmes n'y croient pas. Elle est fausse. On peut toujours davantage. Alors, il y a une chose qu'on peut pas, néanmoins, parce que si on parle de l'Union européenne, il faut voir qu'il y a il y a plusieurs mécanismes qui permettent de contraindre, entre guillemets, un État de faire des choses qu'il ne veut pas faire. En réalité, Macron est très très content de faire tout ce qu'on lui demande de faire. Il faut quand même aussi le dire. Mais indépendamment de ça, il y a 3 leviers qu'a l'Union européenne. D'abord, comme vous l'avez dit à peu près, le regard des pairs. Donc, j'ai envie de dire un peu l'idéologie, la contrainte douce. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, le normatif en quelque sorte. Ensuite, il y a la question des amendes. C'est-à-dire, dans tout ce qui est budgétaire, on est dans cet ordre-là. On ne verse pas des fonds européens, on fait payer des amendes, elles sont prévues dans les textes. Là, il y a déjà un premier problème, c'est que si on refuse de payer l'amende, si un État refuse de payer l'amende, c'est très compliqué de l'obliger à payer l'amende. C'est-à-dire que lorsqu'il est contributeur net au budget de l'Union européenne. Donc il y a sur ces 2 premiers leviers d'incitation, en fait, beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on ne le dit. Et puis il y a un 3e levier, qui est à mon avis le plus important et celui dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est le droit, le levier juridique. En fait, l'Union européenne, c'est un système juridique, c'est-à-dire ce sont des traités. Au départ, ces traités étaient des traités internationaux, c'est-à-dire qu'ils relevaient du droit international, ils ne relevaient pas du droit interne. Mais à partir d'une série de jurisprudences au début des années 60, compris la Cour de justice de l'Union européenne, et surtout, parce que quand la Cour de justice de l'Union européenne dit quelque chose, c'est pas pour ça que c'est vrai dans le droit français, parce que ça reste du droit international. L'acceptation par les pays. Voilà, l'acceptation de cette suprématie du droit européen sur le droit national, c'est l'arrêt Niccolo de 1989 en France, donc le Conseil d'État, et puis ça a été intégré dans la Constitution suite au traité de Maastricht. Et donc aujourd'hui, il y a quand même du coup un droit national qui est subordonné au droit européen. Et ça, c'est dans les textes, y compris de la Constitution. Ce qui signifie que si on prend une décision à l'échelle nationale, qui est par exemple, je prends un truc tout bête,
quelque chose sur lequel les Français, à mon avis, seraient d'accord. On dit, écoutez, voilà, l'argent public doit aller d'abord pour une partie majoritaire à des entreprises nationales. C'est, on va dire, le Buy American Act à la française. C'est-à-dire qu'en gros, on réserve une partie des dépenses publiques à des entreprises nationales. Eh bien ça serait considéré comme une atteinte justement au marché unique, à la libre circulation des marchandises et du capital. Et donc, ça ne serait pas attaqué par Bruxelles, ça serait attaqué par les tribunaux français. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait perdu un appel d'offres parce qu'elle est de nationalité, enfin pas de la bonne nationalité, parce qu'elle produit, ou qu'elle est de bonne nationalité mais qu'elle produit sur un territoire étranger, eh bien elle pourrait attaquer devant les tribunaux français la décision, et les tribunaux français seraient obligés de dire qu'effectivement, cette loi, et la Constitution, sans doute le Conseil constitutionnel l'aurait déjà retoqué, mais si par hasard elle aurait passé, par miracle, elle aurait passé le Conseil constitutionnel, un tribunal pourra attaquer l'État, et l'État devra... la loi sera caduque. En fait. Ce que vous dites est vrai, mais il ne faut pas sous-estimer non plus le poids et les contraintes que représente le droit européen. Donc, c'est pas pour négliger l'aspect du droit national, mais dans le processus que vous avez tout à fait bien décrit, qui consiste à dire les différentes entités nationales ont accepté la prééminence de la Cour européenne de justice et donc ont repris à leur charge, en quelque sorte, le droit d'intervenir et de punir. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de cas de figure, je pense à l'Allemagne notamment, sur les questions monétaires, etc., où c'est la Cour européenne de justice, on appelle ça comme ça, la Cour européenne qui siège à Luxembourg, et qui a d'elle-même essayé de sonner la fin de la récréation. Il y a ensuite des conflits de juges, etc., mais il y a plus une convergence des justices, des jurisprudences nationales et européennes qu'un affrontement. Non, mais j'ai même pas dit qu'il y aurait affrontement. Moi, je dis l'inverse. Je dis que le droit national a intégré le fait que le droit européen était supérieur. Parce que le droit européen est maintenant inscrit dans la Constitution, c'est le titre 5 de la Constitution. Absolument. Et donc, ce qui signifie simplement que l'État français, un gouvernement qui voudrait prendre une loi contraire aux traités européens, se verrait immédiatement retoqué, non pas par la justice européenne, mais par la justice nationale. La justice européenne existe, n'a pas fermé boutique. Non, mais peu importe qu'elle existe ou pas, puisque de toute façon, elle n'interviendrait qu'en cas de conflit, qui n'arrive, comme vous l'avez dit, quasiment jamais. C'est-à-dire que le droit national en France, il est complètement soumis aux traités européens. Et le jour où alors on parle ici des traités, on ne parle pas exactement des directives, parce que ça c'est encore autre chose. Les droits dérivés. Oui, mais c'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne ne statue que sur les traités, pas sur les directives, qui doivent être transposées dans le droit national pour exister. Alors c'est peut-être un peu compliqué et technique pour tout le monde, mais il faut comprendre qu'il y a le vrai droit européen, c'est pas les directives, c'est les traités européens. Et c'est ceux-là qui doivent être sur lesquels le droit national ne peut pas revenir derrière. C'est-à-dire que les juristes parlent de constitution matérielle. Ils disent constitution matérielle de l'Europe. C'est l'idée qu'il existe une constitution de fait. C'est-à-dire une constitution supérieure aux constitutions nationales et auxquelles les constitutions nationales doivent en quelque sorte se soumettre. Et même l'Allemagne, elle n'est pas, même l'Allemagne, en fait, n'a pas de capacité de revenir sur ce droit européen. On a eu une affaire récemment, des Allemands ont contesté les politiques d'assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne. Ils ont porté l'affaire devant les tribunaux allemands, qui elle-même a porté l'affaire devant la Cour de Karlsruhe, qui est le tribunal constitutionnel allemand. La Cour de Karlsruhe a demandé à la Banque Centrale Européenne de justifier ses politiques. Oui. Et la Banque Centrale Européenne n'a jamais répondu. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a dit, en tant qu'institution supranationale, je ne me réfère pas à la Constitution allemande, je suis supérieur à la Constitution allemande. L'autorité qui vérifie la légalité de ce que je fais, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, et donc je n'ai pas à vous rendre de compte. Il faut rappeler qu'il y a eu un conflit des juges. On a parlé de guerre des juges. Il n'y a rien eu du tout. Ben, L'Allemagne a plié. Mais l'Allemagne a plié, puisque la BCE ne s'est jamais justifiée. Le droit allemand a demandé à la Banque Centrale Européenne de se justifier, et la Banque Centrale Européenne ne s'est pas justifiée, et elle n'est absolument pas inquiétée, alors même qu'elle siège à Francfort, sur le territoire allemand. Oui. La Cour de justice européenne est intervenue et a eu le dernier mot. Il y a bien eu à un moment donné un conflit. Non, elle n'est pas intervenue, elle est intervenue en amont. La Banque Centrale Européenne a juste refusé de répondre aux injonctions de la justice allemande. Point barre. Elle n'a pas été inquiétée. Nous fact-checkerons ce point. Mais alors, David Kayla, si je suis votre raisonnement,
que faire si on veut sortir de ces politiques néolibérales imposées par l'Union européenne et qu'en fait la France donc applique avec zèle? Eh bien déjà, il faut changer les mentalités, c'est-à-dire, parce qu'en fait, il y a un vrai, fondamentalement, alors prenons un peu de hauteur. Ces politiques-là dont on parle sont des politiques effectivement néolibérales qui visent à mettre l'État au service du marché, et derrière le marché, il y a le capital en fait. Clairement, voilà, c'est des intérêts économiques qui sont derrière. L'Union européenne n'est pas la seule à mener ces politiques. Le Fonds monétaire international, lorsqu'il fait des plans d'ajustement structurel en Argentine ou ailleurs, il impose exactement les mêmes politiques. Donc c'est pas qu'une affaire européenne. Pour moi, c'est d'abord une affaire idéologique. C'est-à-dire qu'on a une représentation de ce qu'il faut faire, qui est d'aller vers la concurrence, d'ouvrir les marchés financiers, d'ouvrir le commerce international, de réduire les services publics, de marchandiser tout ce qui peut l'être. Ça, c'est une idéologie. Et j'ai envie de dire, avant, de réfléchir à la question européenne, il faudrait, en tout cas c'est le travail que j'essaie de faire, il faudrait réfléchir à la question idéologique, parce que c'est elle qui donne la norme, c'est elle qui dit ce qui est bien et pas bien. L'Union européenne n'est qu'un instrument du bien, entre guillemets, du point de vue des idéologues. Et donc, il y a une bataille idéologique à mener, qui est de dire, en fait, toute cette idée selon laquelle le marché doit être organisé selon la libre concurrence, le libre-échange, c'est l'efficacité, les marchés financiers, moins ils sont régulés, plus ils sont efficaces. C'est cette idéologie-là, à mon avis, qu'il faut combattre au départ. Et ça, on va y venir dans la deuxième partie, puisque vous avez expliqué dans votre bouquin, enfin vous faites l'hypothèse précisément, qu'il y a eu des évolutions de ce point de vue-là. Alors Pierre-Lévy, avant de passer à cette deuxième partie, puisque nous allons y passer là, on est en pleine transition, n'est-ce pas? Non, nous sommes en transition. Eh bien, Mais je voudrais juste dire... Ça dépend lequel, de genre, climatique Juste un mot à propos de ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a une conjonction du facteur idéologique, tel que vous l'avez pointé, et du facteur juridique. Parce que vous avez dit vous-même... Mais le droit, c'est un instrument d'idéologie, on est d'accord. Oui, mais c'est comme ça qu'elle se met en place. De manière plus concrète, l'Union européenne est d'abord et avant tout un objet juridique de traité, vous l'avez dit, à juste titre. Et donc, il ne faudrait pas privilégier un des éléments plutôt que l'autre. C'est la conjonction de ces deux éléments. Donc, il y a évidemment un facteur idéologique, la pression des pairs, la dictature du bien, etc., au nom de valeurs sur lesquelles les peuples n'ont pas leur mot à dire. Mais il y a aussi tout un arsenal juridico-jurisprudentiel et de cours et d'institutions qui sont chargés de faire exécuter ou de menacer de faire exécuter et qui sont à prendre en compte. Donc il ne suffit pas simplement de changer d'idéologie, il faut se poser la question de l'appartenance de la France, pour ce qui concerne la France et d'autres pays, à une structure dont la raison d'être est la contrainte. Alors la contrainte acceptée, voulue par les différents gouvernements, mais subie par les peuples. Et donc, de ce point de vue, il me semble qu'il n'y a pas d'un côté l'idéologie, de l'autre le droit. D'ailleurs, c'est pas ce que vous avez dit, mais il ne faut pas privilégier l'un des deux aspects. La question se pose de l'appartenance juridique des pays à un ensemble qui est là pour les soumettre. Alors, avant de parler de cette deuxième partie, donc qui concernera l'avenir du néolibéralisme, puisque c'est le sujet de votre dernier livre, j'indique à nos internautes que donc c'est la fin de cette émission, du moins la partie publique, puisque la deuxième partie donc est réservée aux contributeurs du Média pour tous et aux abonnés de Rupture. Donc merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci David, c'était passionnant, et puis nous poursuivons désormais cette émission en privé. Nos abonnés en privé.